Vous écoutez un podcast produit par la Galerie Maguen, Gaëtan et Paul Brizzi, épisode 2. Nous avons vu que les frères Brizzi, après avoir fait leurs armes à la Villa Médicis, ont ouvert leur propre studio, qu'ils ont ensuite vendu à Disney avant finalement d'être invités à venir s'installer à Los Angeles. Nous sommes maintenant en 1993 et lorsqu'ils arrivent dans la Cité des Anges pour travailler sur le bossu de Notre-Dame, eh bien les deux frères n'en reviennent pas. Disney jouissait d'un succès phénoménal, notamment avec la sortie du Roi Lion. Donc on arrive à un moment très prospère, tout leur souriait lorsque je demandais aux dirigeants quel est le budget de ce film. Ils me disaient mais nous on n'a pas de budget, c'est unlimited budget, c'est-à-dire budget illimité. Il faut que le film soit génial jusqu'au bout, on mettra l'argent qu'il faut. Donc l'argent n'est pas un problème. Tant mieux. Alors que Gaëtan et moi on s'est constamment battus pour rester dans les clous, respecter les budgets. On était à 1000 euros près, nous, à 100 euros près. C'était pas des euros à l'époque, c'était encore des francs. On sentait un confort extraordinaire et on sentait aussi Disney très très curieux, d'être très ouvert et d'être très créatif à l'époque, d'ouvrir des brèches. Je dis ça pour dire qu'on est arrivé dans des circonstances formidables et en plus le projet sur lequel ils nous demandaient de travailler c'était le bossu de Notre-Dame. Victor Hugo, la culture française, c'était parfait quoi, les circonstances étaient parfaites pour nous. Mais alors, dans quelles conditions vous viviez ? Je veux dire, matériellement, pratiquement. Quand on est arrivé, on nous a dit bon bah écoutez, pour l'instant allez à l'hôtel Sheraton quelques jours et on va vous trouver ce qu'on appelle une accommodation, enfin une habitation. Un logement quoi. Un logement. On était encore, nos femmes et enfants étaient encore restés à Paris dans l'attente de savoir ce qu'elles allaient faire. Bon, allez au Sheraton. Bah oui, très bien le Sheraton, ça nous va. On va dans ce palais, dans ce palace hôtel. Il se trouvait qu'au même moment, Jeffrey Katzenberg n'aimait pas du tout le prologue du film tel qu'il avait été conçu. C'était un prologue assez passe-partout, disons. Il disait non, moi je veux vraiment sentir le drame des gitans qui arrivent à Paris et qui sont chassés par Frollo. Ils en avaient fait le ministre de la Justice à l'époque. Et je sens pas du tout ce drame. Trouvez-moi d'autres idées. Et Gaëtan et moi, on retourne dans notre hôtel Sheraton et on commence à élaborer, à échafauder quelques idées. Et puis on trouve cette idée particulière, là, telle que le prologue est aujourd'hui. Ce grand travelling. Ce grand travelling au début, où finalement on plonge vers Notre-Dame de Paris et Clopin qui raconte cette histoire, Clopin qui est le montreur de marionnettes à ses enfants et qui raconte les circonstances de Quasimodo lorsqu'il est né et comment il a failli être jeté dans un puits par Frollo. On met ça en image d'une façon très très dramatique, à l'expressionnisme allemand. Tout à coup, Disney, l'américain, rentrait dans la conception qu'on avait du film d'animation, c'est de pouvoir justement totalement s'exprimer. Par rapport à... Vous arriviez à faire coïncider les deux univers. Exactement, on arrivait à faire du Brizzi dans du Disney, si je puis dire. On pitch cette idée à Jeffrey Katzenberg et les réalisateurs, et ils trouvent l'idée formidable. On dit allez-y, faites-nous voir le storyboard, à quoi ça pourrait ressembler. Toujours au Sheraton Hotel, pendant ce temps-là, on continue de travailler, on fait ce storyboard très vite. On montre le storyboard une fois terminé à l'équipe, qui applaudissent des deux mains. Et là, notre carrière décolle chez Disney. Comme on avait fait le prologue, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos amis américains ? Ils ont dit, les frères Brizzi égale drame, on va leur coller toutes les séquences dramatiques du film. Les plus noires, en fait, des dessins animés.
les plus noirs et les plus sombres, puisque je crois que Le Bossu de Notre-Dame, dans le catalogue Disney, fait partie des films les plus sombres, hein, à tel point que même la publicité, par la suite, les gens disaient dans les journaux, attention aux enfants, il peut y avoir des séquences qui font peur. Ça, c'était peut-être un peu à cause de nous quand même. Donc, puisqu'on nous a catalogué dramatique, les réalisateurs nous disent, vous allez faire toutes les séquences dramatiques. Et parmi elles, il y avait la fameuse séquence Hellfire, qui est donc le feu de l'enfer, si je traduis littéralement. Donc c'est la chanson de Frollo, dans Le Bossu de Notre-Dame, la chanson où Frollo est en proie à la haine et en même temps au désir charnel qu'il a d'Esmeralda. Donc il est devant sa cheminée, c'est le feu de l'enfer, il imagine Esmeralda brûler sur le bûcher et en même temps c'est le feu qui le dévore intérieurement. Donc il y a cette chanson et puis les réalisateurs nous disent Paul et Gaëtan, là nous on doit filer sur New York, on a des enregistrements à faire de voix et tout ça, et puis ils se cassent les gars et tout. Donc carte blanche. Donc. Là on a pu encore une fois faire du Brizzi, puisqu'on évoque des visions spectaculaires de Frollo. Et puis à un moment donné, il y a le feu de l'âtre, et puis on voit la fumée qui sort, et la fumée, c'est Esmeralda qui sort sous forme de volute de fumée que Frollo va embrasser comme ça. Et puis bien sûr, il embrasse que de la fumée qui s'évapore, bien entendu. Ce qu'il y a, c'est que Paul dessine dans la séquence une Esmeralda, les volutes montrent une Esmeralda nue. Alors ils ont gardé l'idée, mais quand dans le film définitif, on la retrouve avec ses habits de gitane. J'ai dit, mais non, comment on l'avait mise nue, et vous là? Ah ouais, we cannot do that. On peut pas faire ça, les gars, et tout ça. Faut quand même pas aller trop loin. Tout nous semblait logique dans tout ça. Mais il nous dit, oui, mais vous comprenez pas une chose, on est Disney, il y a des censures, on peut pas, on a un public enfant. Et vous savez, là-bas aux États-Unis, ce sont souvent les gens du marketing qui décident de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il faut faire, parce qu'au fond, qu'est-ce qui se vend mieux, qu'est-ce qui se vend moins bien. Donc il y a des tas de critères commerciaux et des censures qui s'appliquent automatiquement. Je crois qu'on a choqué beaucoup finalement, avec Le Bossu de Notre-Dame, avec le prologue, avec Hellfire. Sans doute pour les Américains, on était allé trop loin. Ouais, on était allé trop loin, mais pour l'instant, en fait, tout va bien pour les frères jumeaux. En 1997, Disney va leur proposer de réaliser la séquence finale de Fantasia 2000, une production inspirée du Fantasia originel de 1940, mais revisitée pour marquer le changement du millénaire. Un film auquel tient d'ailleurs tout particulièrement Roy Edward Disney, le propre neveu de Walt Disney. Il nous demande, nous, il disait, parce que je crois que les frères Brizzi, ils ont quand même un imaginaire puissant. Donc on rencontre Roy qui nous dit, voilà, moi ce que je veux, c'est la musique de Stravinsky, l'oiseau de feu. Le thème, c'est mort et renaissance de la nature après une éruption volcanique. Bon, très bien, on part avec ça, on est très flattés de cette confiance-là. Paul et moi écoutons cette musique très puissante, et donc on se dit, il faut absolument qu'on évite la petite fleur qui pousse dans un désert comme ça. On va prendre justement une dimension symboliste. Donc on part sur 3 éléments. L'oiseau de feu, qui est la force de destruction, qui est le volcan, l'éruption, le feu, la destruction. La nature, sous cette forme de nymphe qui représente la vie, la nature, l'innocence. Et on va aussi mettre une présence mystique à travers la présence d'un animal. C'est un cerf. Et donc on écoute cette musique et on joue avec ces 3 éléments. Et donc tous les éléments musicaux étaient parfaits. Enfin, on a été très 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 inspiré par la musique de façon à raconter cette histoire d'une façon crescendo aussi. Et on a vraiment pris notre équipe, on les a fait vraiment sortir de ce qu'ils avaient l'habitude de faire, puisque l'esprit de la nature, cette nymphe, c'était un petit peu une approche un peu art nouveau. On n'a pas eu à faire de compromis gênants. Oui, mais ce que tu viens de dire, il faut aussi l'expliquer sur le format. Ce que je veux dire par là, c'est que Fantasia 2000 échappait quelque part à la production globale des films Disney qui sortent à Noël, parce qu'il était déjà considéré par Eisner et toute la direction comme étant un film un petit peu niche, c'est-à-dire... Différent.
différent, et je crois que c'est aussi pour ça qu'on nous a laissé nous exprimer tel qu'on l'a fait. C'était le film intello, c'était un petit peu pour faire plaisir à Roy Disney, on va lui laisser faire son film et tout ça. D'ailleurs, il n'a eu comme exploitation que le cercle des IMAX. Donc évidemment, un réseau de cinéma minuscule par rapport au réseau de salles domestiques, enfin américains. Ils n'attendaient pas d'argent vraiment de retour. Donc à partir du moment où on n'attend pas un gros succès commercial, on laisse plus de liberté à la création et à l'originalité. Et puis je regrette aussi aujourd'hui que beaucoup de gens ne connaissent pas Fantasia 2000. Je ne parle pas seulement de notre segment, mais de tout le film. Les gens, quand on dit Fantasia, ils pensent au film de 1941, qui est le grand classique. Mais je crois que ceci explique cela. Est-ce qu'on aurait eu cette liberté si Fantasia avait eu la même exploitation que les autres films ? Je n'en suis pas sûr. Et si Paul Brizzi nous dit ça, c'est parce que les deux frères vivent de plus en plus mal le fait de se sentir en décalage avec les studios Disney. L'univers du dessin animé pour enfants, décidément, n'est pas le leur, et ils vont le ressentir très cruellement lorsqu'ils vont faire une proposition à leur employeur après avoir terminé Fantasia 2000. Le directeur de l'animation à l'époque, qui était Tom Schumacher, on va le voir, what's next for us ? Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Et Tom nous répond, écoutez, je ne sais trop rien, on ne sait pas trop sur quoi vous mettre. Si vous avez des idées, vous nous les soumettez. Et Paul a toujours adoré, enfin moi aussi, le thème de Don Quichotte, ce personnage truculent, en fait un grand mythomane, comme on dirait aujourd'hui. Donc on voit Tom, on dit, nous on aimerait bien adapter Don Quichotte. Et puis ce à quoi il nous répond, oui, Don Quichotte, oui, certainement, oui. Mais vous savez, ça fait depuis longtemps qu'on essaie de l'adapter. Et c'est vrai que même de l'époque de Walt Disney, du vivant de Walt Disney, c'était un projet qui était toujours été dans les tiroirs de Disney, mais qui n'a jamais eu le bonheur d'avoir été réalisé. Donc il dit, essayez quand même, allez-y. On avait décidé de raconter l'histoire de Cervantes du point de vue de Don Quichotte, c'est-à-dire que de se servir justement de l'animation pour donner vie à ce monde fantasque. Là où il y avait une bergère avec ses moutons, il y voyait une princesse Dulcinée. Lorsqu'il voyait le lion dans un cirque de bas étage, on voyait un puissant animal, bref. Et donc notre argument, c'était de dire, voilà, aussi pour les enfants, pour plaire aux enfants, de prendre le point de vue de Don Quichotte. Donc vous allez réaliser jusqu'à 2 heures de storyboard, sauf que ça n'ira pas au bout. On avait toute une équipe autour de nous, on avait un monteur, on avait un illustrateur sonore, on avait enregistré des voix avec des comédiens. Tout ça prenait un aspect c'était très élaboré et un travail très poussé déjà de préparation. Sous le contrôle de Tom, il était très enthousiaste, il aimait beaucoup le projet. Et puis arrive, hélas, ce qui arrive, c'est qu'un beau jour il nous appelle, Paul et Gaëtan, j'ai une très mauvaise nouvelle, on arrête Don Quichotte. 2 ans étaient passés déjà. Et donc il nous annonce que le film ne se fait pas. Quand on lui pose la question, mais pourquoi as-tu décidé ? Ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est Michael. Michael, c'est le CEO, c'est le grand chef, c'est donc le PDG. C'est le PDG. Et donc, quand il pose la question à Tom, qu'est-ce que vous développez en ce moment ? Il lui dit les différents titres qui sont développés avec d'autres réalisateurs. Et quand il arrive sur Don Quichotte, il dit j'ai les frères Brizzi sur Don Quichotte. Attends, Don Quichotte, c'est quoi ces histoires d'un vieil homme, là, un peu fou et tout ça ? Il dit oui, c'est à peu près ça, Michael. Et ça. Non, t'arrêtes tout de suite cette production. Il dit oui, mais il faut que tu vas travailler des Brizzi. Non, mais je sais bien qu'il travaille bien, mais c'est pas la peine, tu arrêtes, parce qu'un vieil homme peut pas devenir un héros pour un enfant. Et puis encore une adaptation littéraire, il faut arrêter avec les adaptations littéraires. Il faut faire comédie, et c'est une comédie. Non, mais ça, on fait pas Don Quichotte.
Gaëtan et moi, on se pose encore des questions aujourd'hui. Mais comment après 2 ans ? Il faut dire aussi une chose, c'est que chez Disney, l'argent qu'on dépense en développement est aussi conséquent que l'argent qui est dépensé de réelles productions, hein. Donc on faisait partie d'un petit cénacle comme ça de développeurs qui faisaient chacun leur projet. Et bon, s'ils ont dépensé 1 ou 2 ou 3 millions sur un projet qui ne se fait pas, c'est rien du tout. Pertes et profits. Mais vraiment, exactement. Gaëtan, il mettait des doutes, c'est bizarre, on n'a pas de nouvelles, est-ce qu'on avance, est-ce qu'ils vont le produire finalement ? Et j'étais persuadé, mais si, bien sûr qu'ils vont le produire, ils ont déjà dépensé tout cet argent. Eh bien non, justement, peut-être qu'on n'avait pas encore suffisamment dépensé d'argent pour pouvoir déclarer ce film comme absolument nécessaire à la production. On prend un coup sur la tête là, non ? Ah oui. Après, on rentre chez soi et puis... Parce que vous savez que le travail est définitivement perdu. Il n'est pas récupérable. Parce que tout ce que vous avez développé, ça leur appartient. Vous ne pouvez pas aller essayer d'aller le monter ailleurs. Le coup sur la tête sur Don Quichotte, ça nous a tellement assommés qu'on a eu envie de partir et on est parti. Et ils ne vont pas partir bien loin, ils vont rejoindre une toute nouvelle société d'animation, DreamWorks, qui a été créée notamment par un homme qu'ils avaient bien connu chez Disney, un certain Jeffrey Katzenberg. Jeffrey Katzenberg, qui était à l'époque le grand chef chez Disney de l'animation, a claqué la porte de chez Disney au moment où il réclamait son dû grâce au succès du Roi Lion. Je parle de centaines de millions de dollars lorsque je parle de ça. Il a claqué la porte et dit, puisque c'est comme ça, moi je vais m'installer en face de chez vous. Et ça a été vraiment en face de chez lui parce qu'il s'est installé Flower Street et il a créé DreamWorks. Et dit, avec Spielberg. Avec Spielberg et Geffen, c'était Spielberg, Katzenberg, Geffen, production, et ils ont créé DreamWorks. Et donc, comme Jeffrey nous faisait la cour aussi pour qu'on vienne travailler chez lui, parce qu'il avait adoré ce qu'on avait fait sur le bossu de Notre-Dame et ensuite sur Fantasia, il nous voulait à tout prix, notamment pour venir réaliser Le Phoque Blanc d'après Kipling. Et donc, on a pris cette occasion pour partir de chez Disney et aller chez DreamWorks, suite à la frustration de Don Quichotte et grâce aussi aux propositions de Jeffrey. Mais est-ce que c'était différent chez DreamWorks ? Est-ce que chez DreamWorks, vous aviez une possibilité de vous exprimer supérieure à celle que vous aviez chez Disney ? Malheureusement, je suis obligé de dire que oui, c'était pareil que chez Disney. Parce que, encore une fois, je pense que ce que les Américains partagent tous, c'est l'idée de l'industrie. Nous, par définition, on essaie toujours d'être originaux. Ça, c'est en nous. On ne peut pas changer ça. Eh bien, à cause de ce problème-là, on n'est pas écouté, on n'arrive pas à s'exprimer malgré tout. Et donc, quelque part, DreamWorks, oui, ressemblait à Disney. Sauf, je vais mettre un petit bémol à ce que vient de dire Paul, c'est-à-dire que quand on est rentré chez DreamWorks, c'était sur l'insistance de Jeffrey Katzenberg. C'est celui qui voulait un drame quand il a fait Le Bossu de Notre-Dame, qui nous a suivis, qui a suivi L'Oiseau de Feu, qui pour lui était un des meilleurs morceaux d'animation qu'il ait jamais vu. Donc il vous voulait pour ce que vous représentiez, pour l'univers que vous représentiez. Exactement, il nous voulait pour ce que nous représentions. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que quand on est arrivé chez DreamWorks, il nous a mis tout de suite sur un projet, comme en a parlé Paul, qui était Le Phoque Blanc d'après Kipling, mais son grand projet, sur lequel il nous a mis très vite par la suite, c'était Moby Dick, l'adaptation de Moby Dick, mais il voulait que ça soit raconté du point de vue de la baleine. Et bien entendu, on retrouvait le Jeffrey qu'on aimait bien, qui voulait qu'on développe tout cet aspect visionnaire sous l'océan. Il disait, moi je veux l'oiseau de feu sous la mer. Et donc, il nous met sur le projet, on développe un prologue assez beau sur la musique de Ravel, on met carrément la musique de Ravel dessus pour montrer l'univers des baleines jusqu'au moment donc il rencontre les tueurs de baleines. Tout se passe bien et puis donc nous sommes donc dans fin des années 2000, on est en 2001. Et il se passe les événements dramatiques de septembre. Tout d'un coup, donc, nous était là-bas, l'Amérique est figée, on est tous devant notre poste, nos écrans de télévision, incapables de travailler, sidérés parce qu'on est en train de voir sous nos yeux, de voir les tours s'effondrer, cette attaque terroriste
Donc il y a ce grand traumatisme qui dure des jours et des jours, bien entendu. Donc nous on se remet au travail bien sûr. Et puis là, nouvelle déception, puisque Katzenberg nous apprend à son grand regret qu'il est obligé d'arrêter aussi la production de Moby Dick pour la seule et unique raison que tous les gens de marketing de SKG, Spielberg, Katzenberg, Geffen, décident d'arrêter cette production parce que c'est une histoire où il s'agit de retaliation, comme ils disent, de revanche, de vengeance, de revanche et tout ça. Et donc tout le monde y verrait bien entendu un rappel de ces événements dramatiques ô combien traumatisants. C'était tous les gens de marketing qui disaient sur le plan commercial, on irait directement au casse-pipe. Mais comme en même temps Shrek, un nouveau film totalement de comédie, remportait énormément de succès, ça a conforté DreamWorks à dire finalement maintenant on va faire que des comédies. Donc ce qui a fait que Gaëtan et moi là n'avons plus trouvé notre place. Nous, on a toujours fait, quand je dis l'erreur, je mets ça entre guillemets, mais de croire qu'il y avait la place pour les deux. Ce que je veux dire par là, c'est de faire du business, mais en même temps de faire des choses de qualité et surtout de faire des choses un peu nouvelles. On était persuadé que notre vision des choses pouvait aussi plaire à un grand nombre. De proposer un univers différent. Tout en rencontrant le succès commercial. Le hiatus est le suivant. Quand Paul et moi pensons que l'originalité doit payer, être original c'est une qualité, chez nos amis américains, l'originalité est un risque. C'était d'où le goût pour les formules, que ce soit Mission Impossible, les Batman ou tous ces trucs. Tant que ça marche, on fait ça. Ce n'est jamais que du business. La dimension artistique, c'est pour les musées. You work for the industry, ils vous disent à l'océan. On travaille pour l'industrie. Donc voilà, l'industrie, c'est Cinoche, c'est cinéma. Donc, quand nous, on essaie d'être original parce qu'on pense que l'originalité va payer, les gens disent « Oh, j'ai jamais vu ça avant ». Pour eux, c'est un défaut. C'est plus qu'un risque, c'est un défaut. Donc on quitte les grands studios après cette nouvelle déception pour Paul et moi vivre une période assez indépendante en restant à Los Angeles. On s'était fait relativement bien connaître par tous les autres grands studios puisque la Warner Bros nous demandait de faire du développement visuel sur des projets. Il y avait d'autres réalisateurs qui travaillaient ailleurs. Ils nous appelaient pour qu'on fasse du storyboard sur leurs séquences. Il y a eu aussi une expérience en Israël. Donc on est parti presque 2 ans pour travailler sur un projet. Alors là, c'était un producteur complètement mégalomane. Il avait l'idée de créer un grand studio à Jérusalem. Ça n'a pas abouti non plus parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait. Il dépensait beaucoup d'argent, il ne savait plus ce qu'il voulait. Et puis par la suite, il a licencié tout le monde, il a arrêté. Après, il a tout fermé, il a renvoyé tout le monde. Et donc, on est rentré. C'est à ce moment-là qu'on a choisi de rentrer en Europe. Je crois qu'on peut dire une chose, c'est que là, c'est à peu près 10-12 ans après DreamWorks, sur lesquels on a vécu en proposant nos services de directeur de séquence, de storyboarder, de prestataire de service, mais malgré tout avec des créations originales, de dessins, mais finalement on a quand même trouvé notre bonheur ici ou là. On a travaillé aussi sur un projet de George Lucas, de la création de personnages avec des fées, des animaux. C'était très intéressant, mais ça a duré très peu. Au fond, si on fait le bilan de ce qu'on a fait, disons qu'on a travaillé 80% de notre temps sur des projets qui ne se sont pas faits et 20% sur des projets qui ont réellement existé, qui ont abouti. Si on résume en fait, qu'est-ce qu'on a réalisé dans l'animation aux États-Unis ? En animation, Astérix d'abord en France et puis après, le Bossu de Notre-Dame, Fantasia, un petit peu de Tarzan et des séries, des choses comme ça. Mais finalement, si on calcule le temps passé, 80% de notre temps a été sur des projets qui ne se sont pas faits. Et parmi ces projets qui n'ont pas abouti, il y en a un auquel il tenait plus particulièrement.
En 2007, les frères Brizzi ont l'idée de réaliser un long métrage d'animation à partir des chansons des Rolling Stones. Un film qui serait conforme cette fois-ci à leur univers, avec pour bande-son donc la musique d'un groupe qui jouit d'une notoriété internationale. Ils en parlent donc à leur agent, qui leur décroche un rendez-vous avec le chanteur des Rolling Stones. On a la chance de rencontrer Mick Jagger au Beverly Hills Hotel, le plus grand palace de Beverly Hills. On lui montre le projet, on avait fait une petite démo de présentation. Il adore le projet. L'idée, c'était de raconter le mythe de Faust en utilisant le répertoire des Rolling Stones, Sympathy for the Devil et tous les grands titres des Rolling Stones. Donc Mick Jagger trouve le projet formidable. Donc on est sorti de cet hôtel sur notre petit nuage, tout content. On était sûr qu'on allait faire le film. Les producteurs américains ne suivent pas. Parce que c'était un film certainement qui coûterait très cher, et puis donc ils n'étaient pas du tout sûrs de rentrer dans leur argent. On envoie la démo à Luc Besson. Luc Besson téléphone en pleine nuit à Paul parce qu'il ne s'était pas rendu compte du décalage horaire. Nous étions basés toujours à Los Angeles. Luc Besson nous dit « Moi je le fais ton truc, montez dans un avion, je vous attends ». On saute dans un avion, on arrive à Paris, on le rencontre, et puis voilà. Donc Luc Besson décide de produire le film. Et donc on s'installe à Paris pour faire le film. On récupère des animateurs, des gens de notre ancien studio de Montreuil et d'autres. On s'installe rue du Sentier. Paul et moi avions fait tout le storyboard, juste Paul et moi, tout storyboard avec la musique des Rolling Stones et tout ça, avec les grands titres des Rolling Stones. C'était un très très beau projet. On s'installe, on passe en production, on commence à produire l'animation. Puis un beau jour, Luc Besson arrive, il dit « Bon, écoutez les gars, c'est bien tout ça, mais il y a des problèmes de scénario, ça va pas du tout. » Je dis « Mais comment? Il est très bien ce scénario. » Non, ça va pas, il faut changer des choses. Bref, Luc Besson décide de changer beaucoup de choses. C'est lui le producteur et il nous payait en tant que réalisateur. On finit par adopter ces changements. On dit à Luc « Oui, mais tu te rends compte, Luc, il faut quand même qu'on en parle à Mick. » Mick Jagger s'entend. Il dit « Non, t'inquiète pas, on n'en parle pas à Mick, c'est moi le producteur. » Et Mick Jagger, un jour arrive pour voir les rushs, et Mick Jagger se rend bien compte qu'il y a des changements qu'il ne comprend pas. Bref, Mick Jagger demande à parler à Besson. Paul et moi quittons la salle de cinéma puisque c'était une projection. Et le lendemain, nous apprenons sans autre forme de procès que la production est arrêtée, qu'au cours de cette discussion qui a suivi la projection, Mick Jagger et Luc Besson se sont, excusez-moi de la trivialité, mais véritablement engueulés. Pour résumer, Luc Besson aurait dit à Mick Jagger « Écoute, je te paye tes droits, je suis le producteur, c'est moi qui paye, c'est moi qui décide. » Ce à quoi Mick Jagger a répondu « Oui, mais c'est ma musique, et si c'est pas comme je dis moi, il n'y a pas de film. » Et Luc Besson a répondu « Eh ben d'accord, il n'y a pas de film. » Et puis voilà, il n'y a plus eu de film. Et du jour au lendemain, tout le monde a été licencié. Paul et moi, on s'est retrouvés le cul par terre, avec plus que nos yeux pour pleurer. Pour moi, c'est notre plus grand regret. C'est mon plus grand regret. Ça aurait cassé la baraque. Je pense qu'on ouvrait une piste formidable. Je pense que le film aurait d'une pierre blanche l'animation, même si ça sonne un peu présomptueux. En tout cas, c'est notre plus grand regret. Et je le constate aussi de la part des collaborateurs qu'on avait à l'époque. Tout le monde pleure ce projet. Ça aurait été merveilleux. C'était l'histoire de cette jeune femme qui était à New York et qui galérait avec son petit garçon. C'était une fille mère et qui rencontrait, à travers le mythe de Faust, la possibilité de pouvoir finalement sortir de cette vie misérable qu'elle avait, et à travers 12 chansons des Rolling Stones. Il y avait du fantastique, mais il y avait aussi beaucoup d'humour, il y avait les chansons, il y avait la musique. Je pense qu'on tenait quelque chose de formidable. C'est dommage, c'est vraiment ça, ça a été très dommage. Vous êtes très rock'n'roll tous les deux ? Très. Nous, c'était la musique de notre jeunesse, jusqu'au progressive rock avec King Crimson et tout ça. Mais pour moi, la décennie musicale, c'est 65-75. Mais on a toujours baigné dans cette musique-là. Et je voudrais rajouter, on a toujours cru que l'animation et la musique faisaient un ménage formidable. Et on avait pu le vérifier avec l'Oiseau de Feu, sur la musique de Stravinsky, qu'elle soit classique ou rock d'ailleurs. On n'est pas sectaire, nous.
nous pour ça. Nous, on aime bien ce qu'on appelle la bonne musique, qu'elle soit de Stravinsky, de Mozart ou des Rolling Stones. Parce que la musique, c'est ce qui fait rêver les gens. D'ailleurs, je pense que de tous les arts, c'est la musique qui touche le plus le cœur des hommes. Donc, si en plus de ça, on donne une bonne image à la musique et on raconte une histoire sensible, là, je pense qu'on a toutes les cartes en main pour réussir. Mais en attendant, les frères Brizzi ressentent une triple frustration. Frustration d'être avant tout des sous-traitants, frustration de ne pas voir, on l'a compris, leur projet aboutir, et surtout frustration de ne pas pouvoir développer l'univers si singulier qui est le leur. Ils se demandent donc comment résoudre cette équation. Ils vont d'ailleurs bientôt trouver la réponse, mais ça, on le verra dans le 3e épisode.